Bonjour. Je suis ravie d'être ici pour évoquer ces sujets en fait, d'environnement de travail. Ce sont des sujets en fait, qui nous passionnent puisque ça façonne en fait, le monde du travail d'aujourd'hui et puis le monde du travail de demain et de manière générale notre société. Alors, à l'heure où on parle en fait de flex office, de mobilité, à l'heure où on parle de home office, à l'heure où on parle d'optimisation, si ce n'est pas de réduction en fait, de superficie. Le monde de l'immobilier, et là je parle vraiment de tout le monde, a jeté son dévolu sur les espaces de restauration dans les entreprises. Pourquoi ? Bon, à juste titre, hein, parce que pendant des années, ce sont des espaces en fait, qui ont occupé énormément de superficie, où on ne cherchait pas forcément l'optimisation, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans la standardisation de se dire j'ai besoin de servir 500 couverts, il me faut tant de superficie, 1000 couverts, 1500 couverts, voilà, on ne se posait pas plus de questions que ça, on déroulait. Donc on peut comprendre aussi voilà, pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Ce sont des espaces qui génèrent des investissements relativement lourds. En coût au mètre carré, évidemment, aménager un bureau, c'est bien moins cher que d'aménager en fait, des espaces de restauration qui sont un concentré en fait, de techniques. Et puis, on a une particularité française, d'ailleurs on va pas tarder là, c'est que en fait, notre estomac nous appelle systématiquement entre 12h15 et 13h15. Donc en fait, on a des superficies folles qui sont utilisées juste pendant 2 heures en fait, dans la journée parce que y a les horaires d'ouverture qu'on nous a imposés et parce que c'est aussi culturel en fait. Donc voilà, donc trop surdimensionnement, des salles démesurées pour une utilisation moindre. Alors, on a imaginé en fait rendre ces lieux multi-usages, à juste titre, pouvoir aller un petit peu plus loin. Alors, jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'hybridation ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans la multiplication des usages en fait dans ces lieux de restauration ? Je suis Sarah Jaffarchad, je dirige une agence qui s'appelle Bleu Vert Concept. Nous accompagnons nos clients, directeur de l'environnement de travail, donneur d'ordre direct, cabinet d'architectes ou les acteurs de l'immobilier dans la conceptualisation, la programmation et la réalisation en fait, de ces lieux de vie qui ne sont plus que des restaurants, mais qui sont devenus vraiment de véritables lieux de vie multi-usages, des tiers-lieux comme on aime à les appeler. Alors que va devenir notre chère cantine ? Parce que c'est vraiment le terme qu'on utilise encore aujourd'hui, qu'on a essayé d'oublier mais qu'on utilise encore aujourd'hui. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'hybridation ? Nous, chez Bleu Vert Concept, on a aussi la particularité d'avoir une vision, je dirais, 360 degrés en fait, du secteur CHR, café, hôtel, restaurant, dans la mesure où, en fait, on travaille énormément pour la restauration commerciale. Et la restauration commerciale, depuis très longtemps, ont cette préoccupation d'optimisation des superficies. Donc, on essaye d'appliquer ces règles-là dans la restauration d'entreprise. Je vais tenter de vous apporter quelques clés. Alors, j'ai pas résisté à l'envie de faire un petit peu d'histoire parce que finalement, ça nous permet aussi de revenir sur l'histoire, ça nous permet aussi de comprendre notre relation avec ces espaces-là et pourquoi est-ce qu'on y tient autant. Est-ce que vous avez une idée de la période à laquelle sont nées les premières cantines d'entreprise et dans quel contexte ? Lancez-vous. Alors, on parle en fait les études qui ont été menées. En fait, les premières cantines d'entreprise sont nées, comme c'est souvent le cas dans un milieu qui est assez précurseur, c'est dans l'armée, dans la deuxième partie en fait du XVIIIe siècle. Après, ça s'est démocratisé dans les usines, dans les
dans les banques, dans les grandes banques. Alors, on était bien loin des préoccupations qu'on peut avoir aujourd'hui, de bien-être au travail, de se soucier, encore une fois, de ce que les gens vont manger. On était plutôt dans une optique de rationaliser. L'idée, c'était de garder le plus longtemps possible les gens sur le lieu de travail, qui ne viennent pas avec leur gamelle, sortir 2 heures. Voilà, c'était vraiment les maintenir le plus longtemps possible. On n'était pas sur les 35 heures. Et puis, il y avait aussi un objectif de santé publique, parce que parfois, ça constituait le seul repas de la journée. Et donc, c'était important aussi de les nourrir. En termes d'aménagement, comme vous pouvez le voir là sur les 2 photos que j'ai trouvées, la photo de gauche de M. Doineau, là on est dans l'usine Renault, et puis la photo de droite, on est chez Schneider. On était sur du service à table, les cuisines pouvaient être ouvertes ou fermées, mais en tout cas, on était sur du service à table. Alors vous savez que le service à table, récemment, on y revient, on est nostalgique. Donc voilà. Mais c'était en tout cas le mode de service qui était privilégié, et puis qui a perduré en fait pendant très longtemps, jusqu'au XXe siècle. Et dans les années 60-70, en recherche en fait de modernité et de liberté, vous voyez, à chaque fois, c'est toujours lié en fait à notre histoire. On a en fait basculé sur du libre service. Donc fini le service à table. Alors, vous voyez là sur cette magnifique photo, qui ne date pas des années 60-70, puisqu'elle a été prise il y a 1 mois dans la Pampa auvergnate. Donc ça veut dire que ça existe encore aujourd'hui. Donc on était sur un linéaire qui permet en fait, qui offre la liberté de se servir et pas d'être servi à table. Et puis en termes d'aménagement, les cuisines, comme vous pouvez le voir, relativement ouvertes, ont privilégié plutôt l'aspect fonctionnel que l'aspect esthétique. Jusqu'après, voilà, au niveau des aménagements, on se retrouvait avec plus des réfectoires qu'autre chose. Et puis au fil des années, 90, 2000, la cantine a laissé place au restaurant. D'ailleurs, il y a eu et ça continue d'ailleurs, sauf que maintenant c'est devenu un élément marketing, beaucoup de restaurateurs se sont battus pour ne plus appeler ça la cantine, parce qu'il y avait un côté vraiment très péjoratif. Mais d'appeler ça vraiment le restaurant. Donc on en est venu à apporter une attention particulière à l'esthétique de ces lieux-là, et on a compris qu'il y avait un vrai potentiel. Ce sont des lieux où les gens se retrouvent, c'est vraiment un lieu de rendez-vous. C'est un potentiel pour l'entreprise de communiquer à la fois en interne auprès des collaborateurs. On voit, il y a un vrai enjeu social. Et à la fois une espèce de vitrine en fait, pour l'entreprise, quand on reçoit des partenaires, quand on reçoit des clients, qu'on est dans une négociation, le moment du repas, si on sort de l'entreprise, c'est qu'on ne doit pas avoir quelque chose de sympa à montrer, quoi. Voilà. Donc voilà un peu l'évolution. Les linéaires vont laisser place après petit à petit à ce qu'on appelle des free flow, avec des comptoirs thématisés où il n'y a plus de frontières en fait, entre la salle et puis la partie technique. Et les crises alimentaires aidant, la cuisine va redevenir ouverte, là où pendant longtemps on cachait en fait, les espaces techniques, on cachait l'inox, on cachait les équipements et le matériel. Aujourd'hui, les gens ont envie de voir ce qui se passe, ont envie de voir le cuisinier travailler, parce que ça les rassure et parce qu'il y a aussi une mise en valeur finalement du savoir-faire. Aujourd'hui, là, depuis une dizaine d'années déjà, en fait, on a attaqué, je dirais, l'ère de la restauration et des services. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur que de la restauration, mais également des services associés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, dans ces lieux-là, en dehors de la restauration? On a commencé à se dire, après tout, c'est un lieu de passage, donc pourquoi pas proposer des services pratiques pour les collaborateurs. Donc, tout ce qui concerne la conciergerie. Je vais chercher mon colis, je peux... aller faire mon pressing, la cordonnerie, enfin tous ces éléments, en fait, tous ces services pratiques qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien. Et puis on a commencé aussi à mettre en valeur la restauration en organisant des cooking classes, en permettant aussi aux collaborateurs d'acheter, pourquoi pas, des paniers de légumes, de fruits, d'acheter leur pain en rentrant le soir, pourquoi pas, parce qu'ils n'ont pas le temps. Et puis on a diversifié aussi les modes de restauration, c'est-à-dire que là où on était vraiment sur des aménagements qui permettaient juste d'avoir ce qu'on appelle classiquement le self-service, on a diversifié avec beaucoup de restauration alternative. C'est une tendance anglo-saxonne en fait qui est très forte. Beaucoup de restauration rapide, restauration alternative, coffee shop, de la brasserie, club de direction. Donc vraiment pouvoir offrir en fait une palette de restauration et de services
aux collaborateurs, tout ça dans l'optique de fidéliser, parce que comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre en introduction, les générations déjà d'aujourd'hui et de demain ne vont plus regarder uniquement l'aspect, je dirais, matériel, le salaire, l'ordinateur, le téléphone, voilà, ils peuvent se les payer, mais plus justement le cadre de travail, et les espaces de restauration et de service en font largement partie. Mais à trop vouloir, en fait, effacer les frontières entre les territoires travail et restauration et pause, est-ce que finalement on n'en vient pas en fait à dénaturer et à se séparer en fait de l'âme et de l'essence de ces lieux et de leur vocation, parce qu'encore une fois, je vous le rappelle, il y a vraiment une exception française, contrairement aux pays anglo-saxons. En France, alors il y a eu des tentatives. Hein. Moi, on a été des dizaines de fois sollicités sur des programmes immobiliers où, au départ, on s'était dit on ne fait pas d'espace de restauration parce que ça coûte trop cher, parce qu'après tout, on leur donnera des tickets restaurants, ils iront dehors, et où on a eu du mal en fait à commercialiser, on a eu du mal à louer, parce que systématiquement, les gens étaient en demande, alors pas forcément le restaurant déployé dans toute sa splendeur, mais en tout cas d'un lieu de convivialité, d'un lieu de partage et d'échange. Et ces termes de convivialité, le rendez-vous, de réconfort, de lieu de partage, c'est vraiment des termes qu'on retrouve dans la bouche de nos clients. Ils nous disent, voilà, nous surtout, on veut être en rupture avec les codes du bureau, oui, pour venir travailler de manière informelle, pour faire un petit entretien comme ça, mais on ne veut pas que ça devienne en fait un bureau bis. On veut vraiment que ça garde son identité, parce que c'est un peu notre maison, quoi, en fait. Voilà, il y a vraiment cette relation affective en fait avec cet espace-là. Mais il y a une réalité immobilière et financière, et effectivement, ces espaces-là, de toute façon, se doivent en fait d'évoluer. Alors, je voudrais juste faire ouvrir une parenthèse sur les particularités de ces espaces-là, et vous dire pourquoi est-ce que ça ne peut pas devenir des bureaux bis, et pourquoi on ne peut pas aller trop loin en fait dans les aménagements de bureaux dans lesquels on va pouvoir déjeuner. Parce qu'en fait, ces espaces-là vous le savez, hein, il y a une technicité particulière et une attention particulière à porter sur certains critères. On peut balayer quelques-uns là ensemble. La première chose, c'est le traitement de l'air. Ça, c'est une vraie problématique en fait qu'on rencontre souvent. C'est le sous-dimensionnement en fait des extractions, et qui génère en fait des odeurs qui sont certes agréables en fait quand on descend à midi pour déjeuner, mais qui peuvent devenir un frein en fait si on souhaite travailler tout au long de la journée dans ces espaces-là. Donc apporter une attention particulière, et ça signifie pour nous en fait dès la conception d'imaginer quel concept on va faire. Est-ce qu'on sera en cuisine ouverte? Est-ce qu'on sera en cuisine fermée? Est-ce qu'on va faire de la cuisine sur place? Il n'y a aucune obligation. Et en fonction de ça, de dimensionner justement tous ces paramètres. C'est un espace aussi où on utilise des matériaux qui sont particuliers. On n'utilise pas les mêmes matériaux qu'on va avoir dans des bureaux, parce que la réglementation, l'hygiène nécessite en fait que ce soit des matériaux nettoyables, désinfectables facilement, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, une aberration aussi qu'on voit parfois, c'est de garder une proportion, je dirais, raisonnable dans l'aménagement du mobilier, de la partie salle, pour pouvoir y déjeuner. C'est-à-dire que là, j'ai un exemple typiquement sous les yeux, de table basse, par exemple, de ce type-là. Oui, pour en proposer, parce que pour prendre un café, c'est absolument parfait. Mais d'aménager un tiers de la salle comme ça, on n'arrivera pas à manger, parce qu'on va manger dans ses genoux. Et puis c'est pas pratique, on peut rien y poser. Donc il y a quand même aussi un mobilier qui est spécifique, et j'ai pour habitude de dire à mes clients qu'il est plus facile en fait de travailler dans un restaurant, parce qu'en fait on est je dirais sur une hypothèse entre guillemets pessimiste, que de manger en fait dans un bureau ou dans des espaces de détente et de pause informels qui vont pas forcément permettre en fait de pouvoir déjeuner tranquillement. Un élément qui est très important aussi, que nous on intègre dès la programmation et dès l'étude de faisabilité, c'est l'acoustique.
On en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est des lieux de passage, de grande affluence, où il est nécessaire vraiment de porter une attention particulière. Et aujourd'hui, on fait malheureusement trop de palliatifs et pas suffisamment de préventifs, toujours pour des questions de coût. Ça coûte extrêmement cher. Et on néglige ça. Et puis, on se retrouve après à devoir apporter des solutions, mais qui, de toute façon, ne seront jamais efficaces qu'une solution qui aurait été apportée d'emblée. Et puis, je voudrais, sur les différents critères, hein, il y en a plein, on ne va pas forcément tout passer en revue, mais apporter une attention particulière à l'atmosphère des lieux. C'est très important. Tout à l'heure, vous l'avez dit, les gens sont en attente en fait, d'avoir des codes domestiques, des éléments qui leur rappellent un peu la maison dans ces espaces-là. Et effectivement, c'est très important. Mais encore une fois, on revient à la notion de chaleur, de convivialité et de réconfort. Voilà, pour aller à l'encontre des espaces qui peuvent être parfois un peu aseptisés et de sortir un peu des codes de la collectivité. Vous avez compris, la clé, c'est vraiment c'est de faire du sur-mesure. C'est ce que nous, en tout cas, on essaye de faire. C'est que voilà, à chaque entreprise, son espace son lieu de vie, intégrant de la restauration et des services. Il n'y a plus de standards, comme ça pouvait être fait avant, où encore une fois, en fonction de la superficie, on partait du principe qu'il y avait X mètres carrés qui étaient dédiés en fait à la restauration. Quelle est notre vision pour demain, pour ces espaces-là? Est-ce que c'est des espaces qui sont amenés à disparaître? Alors, vous l'avez compris, je ne crois pas. Je pense qu'en France, on tient vraiment à ces espaces-là. Il y a vraiment une relation affective en fait avec la cantine. D'ailleurs, pendant longtemps, je vous disais, on a essayé de bannir ce terme-là, mais maintenant, on en fait un outil marketing, si bien que voilà, les restaurateurs eux-mêmes en fait demandent à ce qu'on les renomme en fait la cantine pour les raisons que je viens de vous évoquer. Nous pensons que, en fait, avec le développement du travail nomade, avec le développement des espaces, des tiers-lieux, vous avez vu dans l'actualité, très récemment, le gouvernement a débloqué des fonds, en fait, pour développer les tiers-lieux. Vous savez, c'est ces endroits, en fait, où on se retrouve pour travailler, pour jardiner, pour échanger, des lieux un peu intergénérationnels. Donc on y mange, on y travaille, etc. Et d'ailleurs, il y a une instance qui a été créée en fait sur le sujet. Nous pensons que demain, il y a matière pour l'entreprise en fait à s'ouvrir davantage vers l'extérieur. On pense qu'il y aura plus de perméabilité, c'est-à-dire que là où aujourd'hui, ces lieux-là sont fermés et sont uniquement dédiés aux personnes de l'entreprise ou de l'immeuble dans lequel on se trouve. On pense que demain, il y aura une ouverture vers l'extérieur parce que l'entreprise va vivre, c'est déjà le cas, mais va vivre dans son quartier, dans son environnement. Et pourquoi pas ouvrir ces lieux-là, en fait, tout simplement à l'extérieur? Pourquoi avoir forcément les restaurants et les lieux de vie au sein de l'entreprise et ensuite du coworking et des espaces de travail à l'extérieur? Pourquoi est-ce que finalement, ça ne pourrait pas être la même chose? Ce qui permettrait d'aller dans le sens justement du côté économique au niveau des surfaces, mais également d'optimiser finalement ces investissements et ces outils de travail qui peuvent effectivement parfois coûter cher, de pouvoir les amortir davantage. Donc après, ça nécessitera effectivement que la réglementation puisse se modifier en fait dans ce sens. Mais en tout cas, on espère et on pense que c'est dans ce sens que ça va évoluer. Voilà, comme dirait Blanche Gardin, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Merci. Et puis, je suis à votre disposition pour les questions tout à l'heure.